Salut tout le monde, ici Alex et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Fabien. Fabien Bonneau qui est connu sur le web marketing français et notamment pour ses laboratoires du web. Fabien, donc tu es surtout connu pour ta blouse blanche. Voilà, ta marque et ton concept de laboratoire du web. Et maintenant, t'as fait un changement, tu as fait un shift dans ce que tu souhaites proposer. On va en parler longuement. Je suis content de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler marketing, on va parler web, on va parler aussi défi, parce que ça, c'est plus que tout, je crois que c'est ça qui te chauffe, indépendant de la forme que ça prend. Et on va peut-être parler aussi parentalité, etc. On va voir où ça nous mène. Fabien, avant qu'on commence, est-ce que tu souhaites te présenter, te présenter? Écoute, salut Alex, je suis content d'être là. Comme on disait en off, ça fait pas mal de temps qu'on se suit sur les réseaux et on n'a jamais pris le temps de faire comme ça une interview. Et je suis content que le mot défi soit ressorti, parce que tu vois, là pour le coup, mon personal branding, pas le branding du laboratoire du web, fait son petit effet. Les gens arrivent à cerner Hmm. grosso modo l'image que je veux faire moi ressortir, enfin que je veux. L'image que j'ai de moi-même et que les gens voient. Donc moi, j'ai le laboratoire du web depuis 2013. Euh, ça fait 10 ans. J'accompagne Ouais. les entrepreneurs, donc plus spécifiquement freelance, solopreneurs, infopreneurs, à développer leur activité en ligne et aussi, surtout, à la pérenniser. Ok, cool. Donc, 10 ans, c'est beau, c'est une belle date, 10 ans. Tu t'es lancé directement avec le labo ou t'as commencé avant? T'as quel âge toi d'ailleurs? Alors, j'ai 37 ans et 37. en fait, j'ai commencé. Je dis 2013 à chaque fois parce que c'est l'époque où j'ai fait ma rupture conventionnelle et où j'ai déposé mon nouveau statut d'auto-entrepreneur, parce que je l'avais été aussi encore avant. Euh, mais sinon, j'ai commencé en 2012 en voulant lancer un site sur la musique, Ok. un blog. Et le blog, ça a pas. Parce que 2012, le blog, c'était encore à fond. Ça marchait à fond encore. Qu'est-ce Écoute, que. Ça n'a pas marché? alors directement, ça n'a pas marché. Disons que ça a été mon tremplin parce qu'en fait, grâce à cette envie de faire un blog et de vivre comme un blogueur à gagner, mais à l'époque, c'était énorme. 3 000 € par mois, c'est pas ce que je gagnais, mais c'était ce que je visais, de gagner ces 3 000 € par mois et sans rien faire. Ça m'a permis d'intégrer des écosystèmes à l'époque, des formations et d'intégrer des groupes avec des gens super que je côtoie encore aujourd'hui. Et ça m'a permis surtout de développer des compétences très poussées sur la création de sites, la création de logos, sur le marketing. Et c'est ce qui finalement est devenu mon activité juste après. Parce qu'en fait, le blog n'a jamais réellement décollé. Il y a une chaîne YouTube associée qui est montée jusqu'à 4000 et quelques abonnés il y a quelques temps, voilà, qui donnait des résultats. Mais en termes de chiffre d'affaires, ça n'a jamais décollé. J'ai jamais pris le temps d'insister dessus. Parce que justement, j'ai trouvé un bon filon qui me convenait bien avec le laboratoire du web, qui anciennement s'appelait d'ailleurs le laboratoire du logo, parce que je faisais la prestation de service, je créais les logos D'accord. pour les infopreneurs et plus précisément à l'époque les blogueurs. Et quand j'ai commencé à faire des sites internet, c'est transformé en le laboratoire du web, qui était un nom plus global ouais, qui pouvait englober tout ça. Ouais. Ouais. Je me souviens, moi, j'avais eu une expérience, un stage de fin d'études à Paris en 2009 dans une agence qui proposait à la fois du online et du offline. Et 2009, c'était l'avènement des blogueurs influents. Et putain, j'étais là, mais what? Les blogueurs, mais ils recevaient bon, des tonnes de cadeaux en tout genre, etc. Mais ils étaient recherchés comme des rockstars. J'étais là, mais Mm. qu'est-ce que. Par contre, à l'époque, monter un blog, c'était quand même la mission, hein, niveau technique, hein. C'est comme tout en fait, hein, plus le ticket d'entrée est facile d'accès, plus il y a de monde et plus c'est concurrentiel. Et ouais, plus c'est compliqué et moins il y a de monde et plus c'est entre guillemets simple de se positionner. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, quand tu vois tout le pléthore d'outils no-code qu'il y a, c'est incroyable. Ça n'a jamais été aussi facile d'à minima avoir une présence en ligne.
et de lancer un business. C'est incroyable maintenant avec ces outils no-code, tout ce qui est, quand tu penses au début, la galère, le blog, comment c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, ouah, c'est la folie, hein. Ah bah clairement, ça a explosé tous les SaaS. En fait, moi, quand je me Ouais. suis lancé, même en 2013, tous les SaaS comme ça n'existait pas. T'avais les SaaS, genre les autorépondeurs. Donc à l'époque, moi, c'était Aweber le plus connu. Ouais, t'avais tout un tas d'outils comme ça, mais tout ce qui est ClickFunnels, Learnybox, System.io, ce genre d'outils, ça n'existait pas. Et puis tous les no-code, les Zapier, les machins. Je suis pas allé regarder de quand date Zapier, mais en termes de connaissance du grand public et utilisation, c'était inconnu au bataillon. Ouais. Donc, le labo du web, le délire blouse blanche, c'est quoi? C'est pour appuyer l'idée de laboratoire, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je sais plus comment est-ce que j'ai eu l'idée, mais tu sais, des fois, tu te dis un petit accessoire, ça peut aider. Il y en a, c'est les lunettes, le chapeau, le machin. Et puis, je sais pas, j'ai eu cette idée de blouse qui a l'avantage d'être symbolique et assez simple à mettre en place. Et en plus, c'est rigolo parce que chacun y voit un petit peu ce qu'il veut. Il y en a qui va y voir le laborantin, il y en a qui va y voir, je sais pas moi, la blouse d'infirmier, il y en a qui va Ah y voir le ouais? médecin. Et donc, du coup, tu as quelques petits biais psychologiques sur l'autorité perçue. Ouais, je trouvais ça marrant. Aujourd'hui, je l'utilise, c'est presque une relique, je l'utilise pas beaucoup, je vais l'utiliser sur mes images de com, mais je vais beaucoup Hmm. moins la porter parce que les gens, en fait, ça y est, enfin, l'image est liée. Il n'y a plus besoin de le porter. J'en ai pris conscience il n'y a pas très longtemps. Là, c'était en octobre. Il y en a un qui me dit, bah, t'es pas venu avec ta blouse. Il y en a deux même qui me font ça. Je fais, bah non, Ah tu t'en ouais? souviens. Tu t'en souviens, j'ai pas besoin de la mettre, tu vois. Ouais, c'est Bon, voilà, marrant. après, je pourrais insister et la réutiliser, mais voilà, elle sert de. Je la regarde parce qu'elle est juste à côté, là. D'accord. Et c'est plus trop ce que tu souhaites véhiculer aujourd'hui? Quelle place ça prend aujourd'hui pour toi, le labo? Alors, le laboratoire du web, en fait, est toujours présent. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai scindé un peu en deux mon activité. Je fais la version rapide, mais en gros, quand j'ai fait le laboratoire du web, au début, c'est parce que je mettais à profit les compétences en stratégie que j'avais appris moi au fil du temps, notamment en accompagnant les clients à faire des trucs techniques. Ben, j'ai voulu symboliser ça avec le laboratoire du web qui aidait les entrepreneurs à mettre en place leur stratégie marketing, à développer leur activité. Mais plus toi, tu avances, plus tes priorités changent. Et à aujourd'hui, moi, mes priorités personnelles, encore une fois, ne sont plus sur les aspects stratégiques et techniques. Enfin, c'est plus vraiment un blocage. Ça va être la technique déjà n'est plus du tout un blocage, en dehors des outils qui facilitent la vie. La stratégie n'est plus un blocage, ça va plus être des choses qui vont émerger d'une réflexion, d'un brainstorming. Voilà, tu te dis, bah, tiens, qu'est-ce que j'emploie comme stratégie, mais c'est plus un blocage. Et donc, moi, mes priorités vont plus porter sur moi, sur ma faculté à prendre des décisions, pourquoi je prends telle décision, est-ce qu'elles sont bonnes, pas bonnes, tout ce genre de trucs, tout ce qu'on va mettre dans l'étiquette large du mindset. Et du coup, j'ai scindé en deux parce que plus ça allait, plus j'avais envie de partager cette partie mindset et plus particulièrement, on aura l'occasion d'en parler, tout ce qui est dépassement de soi, tout ce qui est, tu vois, aller se chercher dans les limites pour aller comprendre qui on est dans des situations un peu plus extrêmes de la vie. Et sauf que ça n'allait plus avec l'image du laboratoire du web. Donc, Hmm. j'ai fait ça en 2022. J'ai accepté qu'il y avait une coupure. C'est le laboratoire du web. Il accompagne les solopreneurs, les entrepreneurs à avoir une stratégie, etc. Évidemment que je vais parler de mindset, que je vais parler de tous ces processus-là. Mais le cœur du truc, c'est de développer et de pérenniser son activité. Et à côté de ça, bah, moi, sous mon nom, je monte d'autres petits projets annexes en rapport avec le dépassement de soi. Mais le laboratoire du web est toujours d'actualité. Il a toujours son branding. J'adore ce branding-là, même 10 ans après, donc c'est que j'ai bien fait mon travail. Il marque toujours les gens, donc voilà, il a, Ouais. il a toujours lieu d'être, mais plus besoin que, pour reprendre très schématiquement, que la blouse soit associée forcément à Fabien. Tu vois, la blouse, c'est le laboratoire du web. Fabien, bah, il peut mettre la blouse ou il peut ne pas la mettre, tu vois. Derrière tout ça,
comment est nourrie ta réflexion sur ce que tu viens de me partager? Qu'est-ce que, Est-ce que ça, c'est appliqué, on va dire, tu parlais de stratégie, que tu n'es plus trop focus dessus. C'est quoi la logique derrière, plutôt la logique de vie, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui t'anime? Alors la logique, la première étape, ça a été de se dire, le truc c'est que moi je touche à beaucoup de choses, j'apprends assez bien pas mal de choses, hein, que ce soit en pro ou en perso. Et du coup, tu as tendance à un moment donné à tout remettre en question à chaque fois. C'est-à-dire, tu fais un truc, ça s'installe, et puis tu finis par t'ennuyer, du coup, tu vas proposer autre chose et autre. Et à un moment donné, bah, tu tournes en rond et tu te dis, mais en quoi est-ce que je suis fort vraiment? Et sur quoi je peux aider les gens sans bifurquer comme ça tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans? Comment est-ce que je peux tenir la distance? Donc, ça a commencé par une petite crise de sens, on va dire, à savoir qu'est-ce que je voulais vraiment. C'est là où il y a eu un peu le shift de je fais purement de la stratégie marketing à je t'accompagne ton entreprise, mais je t'accompagne toi aussi en tant qu'entrepreneur, celui qui prend les décisions, et trouver une sorte d'équilibre avec entre cette vie pro, cette vie perso, cette vie d'entrepreneur et cette entreprise à développer. Et le cheminement a mis encore 2 ans. C'était en 2020 jusqu'en 2022. Où 2022, en fait, je me suis reposé sur est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une activité qui soit euh, alignée avec ce qui me passionne moi sur l'instant T. Alors, c'est une grosse question et pour ça, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais euh, en gros, est-ce que tu es obligé d'adorer ton activité, enfin le fond de ton activité pour aimer faire cette activité elle-même? Hmm. C'est assez philosophique, mais pour répondre, pour donner la réponse que moi je me suis trouvé, c'est que si je suis devenu entrepreneur, c'est pour gagner en liberté, liberté financière, liberté tout ce que tu veux. Et donc finalement, moi, ma priorité, c'est que ma vie me convienne à titre égoïste, que je puisse aider des gens et qu'en retour, je puisse gagner suffisamment d'argent et de temps pour vivre la vie que je veux. Donc finalement, le syndrome, je trouve, de l'infopreneur d'absolument vivre de sa passion en tant que tel, genre je suis passionné de musique, donc c'est absolument de ça que je dois parler, ou Ah je suis ouais. passionné de marketing, ça n'a pas vraiment de sens. Aujourd'hui, je suis prêt à restructurer, à prendre d'autres activités, à faire les choses différemment, dans le but de moi me construire mon petit paradis. Mais derrière, de ne pas exploser les activités que je crée. Les activités, elles ne méritent pas d'exploser sous prétexte que moi j'ai changé. Tu vois. Donc pour un peu de stabilité, Ouais, parce que là, j'en suis arrivé. Ouais, ouais. De ce que je comprends, c'est que là, tu en es arrivé à cette réflexion parce que tu as aussi un écosystème en place Mm. qui tourne bien, qui te donne satisfaction. Et donc, l'idée derrière, c'est que tu vas pas te envoyer tout valser, en tout cas pour le moment. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis l'écosystème, il n'a pas marché déjà tout de suite. Enfin, il a fallu se trouver. Et c'est justement en fait cette Oui, parce que tu as remise en été cause. copywriter notamment, donc tu as été graphiste au début, tu as fait de Oui, l'infoprenariat. oui. Tu vois, Et en ça fait, cette gravite. remise en cause constante, je remettais en cause mon business parce que j'y associais directement, moi, mes envies du moment. Ouais, ouais. Et sauf qu'un business sur le long terme, il peut pas tenir comme ça. En fait, il faut se dire que le business, il est là pour aider des gens et que c'est eux qui doivent savoir si cet écosystème-là leur convient. C'est pas à toi de dire, oh, bah non, ça me convient plus, je change. Si tu as envie de changer, c'est un truc qui t'appartient à toi. Mais soit tu fermes l'activité et ça te convient plus, tu en crées une autre. Soit bah, sinon tu acceptes le fait que bah, l'activité elle peut tourner et toi trouver ton plaisir ailleurs. Et donc, c'est là que j'ai fait ce shift-là avec le laboratoire du web. Bah, en 2022, j'ai décidé que le laboratoire du web, il allait rester en l'état. Tu vois, il accompagne les solopreneurs et tout ça, et il évolue pas en termes de cible. La cible reste la même. Hmm. En fait, la cible, sinon, elle était en train d'évoluer avec moi. Ouais, 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 ouais.
Et quelque part, si tu as fait tout ça aussi, c'est parce que toi, tu as évolué et que tu as eu, voilà, j'imagine que tu t'es lancé dans le copywriting parce que tu avais aussi un minimum d'intérêt dessus. Mais oui, mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'en fait, chacune des actions, des activités que j'ai fait, se sont faites. En fait, c'est parce que j'avais un intérêt, je trouvais ça sympa, utile, et donc du coup, je le partageais. Mais à chaque fois, je le mettais sous l'étiquette du laboratoire du web. Et il y a un moment donné, il y a un moment donné, tu peux pas tout mettre sous le compte d'une entreprise. Et notamment là, quand je t'évoquais tout ce qui était dépassement de soi, gestion Ouais, mentale et autres, on arrivait dans les limites du branding du laboratoire du web. Le nom est suffisamment large pour y inclure ce qu'on veut, mais il y a quand même, il y a quand même une limite. ouais. D'ailleurs, je me souviens, là, c'était mais quand on s'est écrit il y a quelques mois, donc je crois que c'était sur Messenger, hein, on voit forcément l'historique de conversation. Et je crois que le dernier message avant ça, c'était il y a un an et demi. Et déjà, tu m'avais dit, ben là, je suis en phase de restructuration, etc. Et après, Hmm. donc, je t'écris, et je reprends et je me dis, waouh, tu me dis, ben ouais, en fait, ça a pris 2 ans. Ah Ok. ouais, non, ça va vite. Bon, après, là, tu m'as lancé assez loin sur des réflexions, moi, qui sont assez profondes et qui, j'en ai conscience, ne touchent pas tout le monde, en tout cas pas quelqu'un qui a 2 3 ans d'activité. Tu vois, c'est des... Ouais, ouais, ben forcément, de toute façon, rien ne remplace l'expérience et le vécu. Mais c'est vrai qu'il y a un gros mythe, c'est vivre de sa passion, tu vois. Hmm. Et oui, un grand oui, mais c'est pas suffisant, en fait. Et Non, et c'est un piège. En fait, ça dépend de ce que tu veux de ta vie. C'est-à-dire que si le salariat te convient pas et que tu veux juste un petit peu de liberté et être en fait ton propre patron pour non pas être libre, moi je appelle ça plutôt de la flexibilité et être flexible. T'as tes quelques clients, t'as ton petit truc, ça tourne, c'est stable, c'est cool. Si c'est que ça, tu peux vivre de ton cœur de passion. Par contre, si un peu comme moi c'est le cas, tu as des ambitions sur sur certaines choses un peu plus poussées, que tu veux aller plus loin, créer des écosystèmes, enfin tu vois, d'avoir un impact, toute proportion gardée sur le monde, tu peux pas te limiter à ça. Et j'ai fait le rapprochement en fait avec le milieu de l'immobilier. ah, J'ai commencé à investir moi en immobilier en 2017. J'ai acheté un appart, puis un deuxième, puis un troisième. Puis j'ai voulu continuer ce que j'avais pour objectif d'en acheter une centaine, en fait, de répliquer le modèle. J'ai vite été limité par notre cher ami la banque, qui m'a mis quelques bâtons dans les roues. Et donc, du coup, j'ai pas réussi à aujourd'hui à enlever les bâtons. Il y a des trucs qui sont en cours de travail, mais voilà, quand tu dois montrer patte blanche auprès des banques, il y a certains bâtons dans la roue qui mettent quelques mois, années à être sortis. Donc le projet est toujours là, mais je me suis aperçu un truc dans l'immobilier, c'est que ceux qui investissent, en fait, tu as le camp des petits investisseurs, et c'est très bien, hein, qui ont un, deux, trois appartes et qui n'iront jamais plus loin. Et tu as le camp des vrais investisseurs qui en font une activité euh, principales qui, eux, vont investir dans des dizaines, des centaines d'appartements. Et la différence qu'il y a entre les deux, c'est l'affect. C'est-à-dire que moi, quand j'ai acheté mes premiers biens, et puis même encore aujourd'hui, je ne peux pas m'en empêcher, il y a un petit côté émotionnel. Donc si je dois en vendre un, je vais me poser des hmm, questions, je vais me mettre des blocages tout seul. Alors qu'un investisseur chevronné, il s'en fout en fait. Il n'y a pas du tout d'affect, c'est purement un portefeuille. C'est ah tiens, lui, il faut que je le liquide, comme ça me permet de réinvestir dans celui-ci et tout. ouais. Il enlève l'affect parce que son objectif, finalement, il est ailleurs que simplement offrir un logement. Enfin, tu vois, t'achètes ton petit logement, tu te fais ta petite renta. Et ça, c'est un truc que j'ai compris assez récemment et que je veux mettre en place aussi côté business. C'est-à-dire que moi, mon objectif avec mes business, c'est de gagner de l'argent. Alors, Et attends, voilà. il y a une interruption de mon petit. Ah, C'était pas salut tout prévu. petit. T'étais pas censé être dehors, toi? Il veut participer à l'interview? Il veut participer, mais par contre, je veux pas. Lynn? Attends, je mets pause. Donc, on reprend. Excuse-moi pour l'interruption. Pas de souci. Donc, du coup, ouais, cet affect est très bloquant, je trouve. Et moi, mon objectif, je vais pas me le cacher, je veux être libre, je veux impacter sur certaines choses. Ben, il y a un moment donné, il faut que j'enlève le côté affect
direct avec mon entreprise et mon entreprise est juste Hmm. là pour aider des gens, ce qui est déjà pas mal. Et Ouais. mes objectifs personnels ne sont pas les mêmes que les objectifs de mon entreprise. Ah, c'est hyper intéressant ça. Mais enfin, tu vois, il m'a fallu. Alors, chacun fait le parcours comme il veut. Moi, il m'a fallu 10 ans pour non pas que le comprendre, mais l'intégrer. Parce que pareil, tous ceux qui vont écouter vont se dire, bah tiens, c'est logique. Mais à un moment donné, c'est comme apprendre à nager. Tant que tu n'as pas été dans l'eau, tu peux pas te rendre compte à quel point ça t'impacte. Donc, il y a des choses comme ça qui méritent d'être vécues et de mûrir pour s'installer. Et peut-être que certains auront un, une réflexion, une conclusion qui sera différente de la mienne. Mais moi, aujourd'hui, il y a ce besoin de scinder l'entreprise et le bonhomme, tu vois. Oui, 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 oui. Et puis de toute façon, là, tu le dis comme ça, et c'est la, la réflexion de 10 ans, comme tu le dis. Et ça peut paraître très bateau pour certains, alors qu'en fait, le simple fait d'avoir intégré ça, ben, toute ta vie change. En tout cas, tout le rapport avec ton business change. Mais du coup, en fait, ça va changer, ça change beaucoup de choses déjà en termes de. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit que pour résoudre un problème, il faut déjà poser la bonne question. Et parfois, poser les bonnes questions, enfin, répondre aux questions, c'est facile, mais faut poser la bonne question. À partir du moment où tu as posé la bonne question, c'est plus facile de trouver la réponse. Je te donne un exemple qui m'est déjà arrivé, c'était Question de merde égale réponse de merde. exactement. Ça m'est arrivé donc en 2013, je pense, quand j'ai fait ma césure. En fait, j'ai hésité. J'ai toujours été attiré par le métier de régisseur son. Ok. Je suis musicien, on voit le violon, on voit le piano. J'ai toujours baigné dans le monde de la musique. Et puis, pour avoir fait quelques spectacles, j'ai trouvé cette ambiance génialissime. Et mon côté ingénieur et autres, bon, bref, l'ingénieur du son, le régisseur son, ça m'intéressait. Et sur Nantes, il y a une école qui s'appelle l'école Staff, qui est très très connue nationalement. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire les concours d'entrée pour devenir régisseur son. Je crois que c'était un truc sur 2 ans, il me semble. Je fais les concours d'entrée. Les concours écrits sont faciles. Enfin, quand tu viens d'un diplôme d'ingénieur et qu'on te balance des trucs de niveau entre troisième et première, ben, en maths ou en français ou autre, ça se passe bien. Mais en même temps, c'est normal, hein, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, ils te balancent aussi des trucs sur l'électronique. C'était vraiment des trucs très liés au métier, donc fallait que ça soit utile pour le métier. Il n'y a pas besoin d'aller dans des trucs complexes pour rien. Et après, tu avais l'entretien oral, et évidemment, l'entretien oral, je m'en suis très bien sorti, et j'ai reçu un jour cette lettre me disant félicitations, vous êtes accepté, voilà le formulaire pour faire votre entrée, votre admission. Et là, je me suis senti bête parce que je savais plus si j'avais vraiment envie, parce que j'avais commencé à faire mon petit blog sur la musique et j'avais commencé à faire mon truc. Et je me suis dit, mais tiens, Fabien, tu fais quoi maintenant? Parce que si tu vas dans cette école, bah, techniquement, tu vas passer tes journées là-bas et tu vas pas pouvoir entreprendre. Et j'ai mis du temps, j'ai commencé comme tout le monde, faire peser les pour, les contre et autres, et en fait, ça t'embrouille plus qu'autre chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais Fabien, et la question peut apparaître bête, mais elle n'est pas simple à trouver. Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que c'est le métier de régisseur son ou est-ce que c'est les compétences de régisseur son? Et au final, ce qui m'intéressait, c'était les compétences parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre, je suis curieux et je fais que ça de ma vie. Et je Il n'avais pas envie du faut se la métier. poser, hein, cette question. Ah, il fallait la trouver, hein. Bah, j'ai mis 2 semaines avant de la trouver, hein. Ouais. Une fois que j'avais la bonne question, la réponse était fluide. Tu vois? Et ben là, c'est la même chose avec mon entreprise. Mais Fabien, qu'est-ce que tu veux? Au final, bah, regarde, ce que tu veux, en fait, c'est gagner de l'argent. Très bien, tu es OK avec ça, tu as envie de gagner de l'argent. Ça n'empêche pas, tu vois, encore des croyances autour de l'argent. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent et que tu as plusieurs activités que derrière ton entreprise où tu mets plus d'affect, elle est mauvaise. Au contraire, vu qu'il y a un peu de détachement, que tu peux potentiellement construire une équipe autour, elle peut même être plus structurante et aidante pour ceux qui y sont. Donc voilà, moi j'ai pesé le pour, le contre. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà, t'as envie d'avoir de l'impact, de gagner de l'argent et d'être libre, bah très bien. Bah, du coup, ça facilite en fait euh, de savoir ça, ça facilite juste mes prises de décision. Ouais, 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 c'est intéressant. Ouais. Et parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'entrepreneuriat, ça reste un véhicule aussi C'est ça. et un Oui. moyen. Tu vois. Donc après,
Après, quand tu gardes ça en tête, c'est plus clair et t'es moins dans moins à te raconter des histoires aussi. Non, mais c'est vrai. Tu vois, où tu peux moins avoir la pression sur la fameuse mission, blablabla, tu vois. Exactement. Euh, ok. Il y avait une infographie que tu avais partagée, je ne sais plus quand, Oh, qui m'avait fait, enfin une infographie, non, une image, une photo de toi, et où tu décortiquais ton physique. Et, oui, je me rappelle bien de cette photo. Elle a bien fonctionné et sur LinkedIn et sur Facebook. et, et donc, ce que tu disais, c'est qu'a priori, tu n'as pas un physique hyper avantageux pour faire des trucs de dingue, quoi. Et que ce qui t'avait aidé et ce qui t'aide, parce que je te suis depuis un moment et tu fais des trucs de barjo, putain, c'est le mental, quoi. C'est le fait de rien lâcher. C'est ça. Alors en fait, oui, c'était provocateur exprès cette photo. Je viens de la retrouver, là, je l'ai mise sous les yeux. J'avais fait exprès en plus de ne rien faire pour être mis en valeur, tu vois. Je crois que je suis pris en légère plongée, la lumière est pas top. Enfin, bref, tout était fait pour que ça aille pas. Mais en fait, ce que je voulais montrer, c'est que si je fais des trucs de dingue en termes de défis sportifs, c'est pas grâce à ma condition de physique exceptionnelle. Tu vois, j'aurais jamais, et c'est pas très grave, parce que d'ailleurs, c'est trop tard, hein. En général, c'est entre 15 ans et 25 ans que tu construis ton corps pour une activité donnée. Passé 37 ans, j'ai plus rien à prouver. Ça n'empêche pas de progresser, et de pouvoir se tailler, de faire ce que tu veux, hein. Ça Mhm. n'empêche pas. Mais je serai jamais l'athlète qui sera sur le podium sur n'importe quelle compétition de n'importe quel sport. Par contre, ça, c'est pas une excuse parce que la seule personne à qui j'ai envie de me comparer, c'est moi-même. C'est moi qui j'ai envie de voir à quel point mon potentiel peut être plus loin que ce que j'imagine. Et j'adore en fait cette image d'outsider, tu vois. Tu te dis le mec, bon ok, ouais, tu sais pas trop en fait. Oui, non, il y a pas, enfin, il y a pas le physique spécifique pour. Pour te donner un exemple, quand j'ai participé à mon challenge de commando là sur 48 heures, je me suis retrouvé, donc on était 30 au départ, et j'en ai vu deux armoires à glace, 1,90 m, je crois qu'ils avaient 23 ou 24 ans, treillis militaires, les chaussures et autres. Les mecs, c'était des machines de guerre. Tu te dis, ok, eux, ils sont pas venus pour enfiler des perles. En plus, il y a le côté militaire, donc ça leur correspondait bien, ils savaient à quoi s'attendre. Tu te dis, eux, ils vont aller loin. Tu les as Et au fumés? fait, hein? Tu les as fumés? Oui, je les ai fumés. En fait, au début, ils sont forts, en fait. C'est ça leur force. C'est qu'ils sont forts, effectivement. Mais c'est qu'à un moment donné, le physique, c'est facile de le fumer. Comme nous disait celui qui organise, Guillaume Bouchard, en 4 heures, je fume n'importe qui. Ouais, je te mets à sac et t'as plus de physique, c'est fini. Mhm. Par contre, après, comment est-ce que tu continues? Et eux, bah, ils ont tenu quand même correctement. Je crois qu'ils ont fait 10-12 heures, ils sont arrivés jusque dans la nuit. Mais ils sont pas allés aussi loin que ce que j'ai pu faire avec mes 24 heures où on était plus que 5 à le faire. Mais pourquoi? Parce que derrière, moi, je me connaissais et je me suis pas cantonné à juste le physique. Tu vois, quand j'ai approché, moi, ma préparation à cet événement, je l'ai vu de manière globale. Je me suis conditionné mentalement, je me suis préparé physiquement, j'ai fait attention, j'ai anticipé tout ce qui était équipement, d'avoir l'équipement qui allait bien, d'apprendre à gérer cet équipement, de gérer la nutrition et l'alimentation, sachant que tout était archaïque, anarchique, parce qu'il n'y a rien qui était géré. J'ai appris à gérer le manque de sommeil, parce que du coup, il n'y avait pas de sommeil. J'ai appris, ça a servi à rien pour le coup, mais à, à essayer de repérer quelle heure il pouvait être en regardant le ciel, la lune, les étoiles, etc. Ça n'a pas servi ce qu'il pleuvait et qu'il faisait un temps de merde, donc du coup, je pouvais pas savoir tout ça. Mais bon, bref, je me suis approprié le truc de manière beaucoup plus globale. Et derrière, ben, l'outsider qu'on n'attendait pas, ben, il a surpris tout le monde. Tu vois. Tu penses que c'est inné ça ou ça se travaille? Ou les deux?
Alors je pense que c'est comme tout, c'est les deux, c'est-à-dire que on a tous des capacités. En fait, c'est très très dur à juger parce qu'on a tendance à naturellement tout juger en mode 0 ou 1. En Hmm. mode j'ai quelque chose, je l'ai pas. Alors qu'en fait, le monde est une grande zone grise, entourée de deux extrêmes, et encore, ça reste à prouver. Et du coup, c'est dur de dire, je peux dire j'ai des facilités sur certains points, mais où est-ce qu'on met le curseur, j'en sais rien. Par contre, sur le travail, ça par contre, j'ai le contrôle sur ça, et là, je peux faire des trucs. Effectivement, hein, quand moi je donne des cours de piano ou de violon, je vois des élèves qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres. Mais si tu projettes à 15 ans, 20 ans, celui qui a des facilités et celui qui en a pas, au bout de 15 ou 20 ans, le travail arrivera à réduire considérablement la distance entre les deux. Effectivement, parce qu'en fait, le piège de quelqu'un qui se débrouille bien, c'est que naturellement, il a tendance à Ouais. plus se relâcher. Mais c'est humain, hein. C'est Et tiens, je vais te partager ça, ce que j'avais entendu et qui peut aller à l'encontre de ce que tu viens de partager. C'est un copain qui est, euh, qui est très bon danseur, qui a fait un peu de carrière là-dedans. Et il disait que, il y avait des personnes qui pouvaient s'entraîner, danser, 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 qu'à un moment, s'ils n'ont pas le rythme, ils pouvaient pas. Après, c'est peut-être particulier à la danse, au rapport au corps et au fait d'avoir, tu vois, d'avoir le, le mouvement. Et il disait que tu peux danser, t'entraîner, etc. À un moment, il voyait des personnes que il savait qu'ils n'iraient pas hyper loin, enfin pas hyper loin, qu'ils n'allaient pas être meilleurs danseurs que quelqu'un qui l'a naturellement. alors du coup Ça peut ça, être un contre-exemple, ça. c'est pas un contre-exemple en fait. C'est là où on voit toute la nuance et toute la zone grise. C'est-à-dire que moi j'en ai en piano. Clairement, ils feront jamais carrière, ils auront jamais. Parce qu'en fait, dans tout ce qui est artistique, il y a aussi une partie de sensibilité, d'âme, enfin, qui est un truc qui est difficilement décryptible. Mais entre quelqu'un qui joue un peu de manière robot et quelqu'un qui joue de manière musicale, ou pareil pour la danse, quelqu'un qui va avoir un charisme scénique et quelqu'un qui va pas l'avoir, Hmm. effectivement, ça se travaille pas. Tu... Par contre, aux yeux de monsieur et madame tout le monde, tu peux combler pas mal l'écart si vraiment tu es hyper motivé. Donc, euh, évidemment qu'il y a des aptitudes et qui feront la différence. Et d'ailleurs, ceux qui sont sur le haut du panier, que ce soit en sport, en musique, en danse, c'est parce qu'ils ont réussi à mettre en place les deux. Ils sont à la fois doués ou avec beaucoup d'aptitudes et puis une sensibilité, et à la fois ils ont mis beaucoup de travail. Mais tu peux toujours, avec le travail, te faire plaisir et arriver à un niveau qui sera forcément plus haut que monsieur et madame tout le monde qui ne fait rien. Mais ouais, c'est une grande zone grise, donc c'est difficile de te dire, moi, à quelle part j'ai de chance génétique et quelle part j'ai de chance, enfin de chance non, mais en tout cas de détermination. J'ai forcément des aptitudes, moi, dans le sens où j'apprends assez facilement, je comprends plutôt bien et vite les choses, j'intègre vite, euh, mais c'est pas... Quand tu dois te comparer que à toi-même, c'est pas ça qui doit être une excuse en fait pour ne pas faire les trucs. Tu vois, aujourd'hui, quand je fais un, je sais pas moi, quand j'ai fait un Ironman, mon objectif était pas de faire le podium, c'était de finir mon Ironman et d'être fier de moi et d'y aller au maximum de mes possibilités. Bah, quelqu'un qui aura moins de facilité que moi, il peut se poser, il peut se poser il peut avoir la même démarche et avoir le même genre de résultat en se comparant à lui-même. Qu'est-ce que... Tiens, question, tu as parlé de détermination. Ça serait quoi la différence pour toi entre détermination? Parce qu'on peut le voir souvent, ça. Ouais. Euh, Souvent, pour moi, ce qui manque chez beaucoup, notamment ceux qui se lancent, etc., c'est de la persévérance et aussi de mettre de la densité, du volume. Mm. Euh, Comment, et alors moi de la phrase, ben ça j'ai essayé ça, mais bon, ça n'a pas marché. Ça serait quoi, toi, pour toi, la différence entre de la détermination et l'obstination?
c'est une bonne question. C'est vrai que souvent, derrière le nom obstination, il y a une connotation pas péjorative, mais enfin, tu vois, genre focus, c'est une obsession, il n'y a plus que ça qui compte. C'est-à-dire que tu en oublies tout le reste. Euh, alors que la détermination, t'es pas obligé de mettre tout le reste de côté. Mais il y a des chances qu'on joue sur les mots en disant ça quand même. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'obsédé, pour le coup. Euh, C'est-à-dire que il y a une part une forte émotionnelle dans mon implication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé que j'avais envie de faire un truc, il n'y a plus que ça qui compte. Tu vois, quand je me suis mis au triathlon, je ne pensais que à ça. Je dormais à ça, je réfléchissais à ça, mais c'était plus fort que moi. Tu vois, c'était vraiment, c'était obsessionnel. Et toutes les activités que j'ai fait, à partir du moment où j'ai décidé, c'était obsessionnel. Il n'y avait plus que ça en tête. Ça permet d'être déterminé, du coup. Tu vois, Qu'est-ce que tu vas chercher derrière ça? C'est quoi le qui t'anime? C'est quoi? C'est pain for pleasure? Qu'est-ce que Alors tu vas moi, chercher? ce qui me plaît en fait, c'est l'expérience vécue. Alors, il y a une partie ego, c'est prendre plaisir à moi-même à être performant. Tu vois, d'aller me dire, je fais partie des gens qui savent faire, je fais partie des meilleurs dans tel contexte, dans telle catégorie. Et ça me plaît, ça nourrit mon ego. Et après, il y a un côté inspirationnel, c'est de me dire, bah, regardez les gens, je suis pas plus, pas moins que vous. J'arrive à faire des choses qui sont sympas, je vis de belles expériences. Osez vivre les vôtres. Arrêtez de vous trouver des excuses et vivez les vôtres. Profitez, parce qu'en fait, il y a une notion de temps que j'aime beaucoup. Tu sais, on parle souvent de ceux sur leur lit de mort qui auraient des regrets de ne pas avoir fait des Hmm. choses et autres. Et j'ai mené une petite expérience sociale, c'était sur LinkedIn, et j'ai demandé à des gens de me raconter un souvenir marquant, une anecdote, et versus, je leur ai demandé de me raconter ce qu'ils ont fait la veille. Et en fait, tu t'aperçois que les gens mettent beaucoup plus de temps à te parler de l'expérience forte qu'ils ont vécue, parce que émotionnellement c'était fort, et donc du coup, dans ta tête, elle occupe plus de temps, plus de place, versus le quotidien qui est routinier, qui du coup se répète. Lui, tu le compresses, tu le résumes, et il prend moins de place. Et finalement, ce qui fait que tu as une vie riche et remplie, c'est quand tu as plein d'anecdotes à raconter. Tu vois, on pourrait surfer par exemple sur Oussama Hamar en ce moment parce qu'il raconte plein d'histoires. On met de côté que certaines soient vraies, fausses, je m'en fous, mais quelqu'un qui a vécu plein d'histoires comme ça, forcément que sa vie intérieurement est plus riche parce qu'il y a plus de choses à raconter que quelqu'un qui pendant 40 ans fait la même chose. Et moi, j'ai envie d'avoir une vie où je vis des expériences et où je profite et où, quand on me pose des questions, je peux partir pendant des heures sur plein de sujets parce que j'ai plein de choses à raconter sur les trucs parce que je les ai vécus, tu vois. Donc, les défis pour moi, c'est des choses à raconter. En plus, maintenant, ça devient un élément important de mon personal branding. Tu vois, quand je parle de mes différents défis, bah, mine de rien, ça sert de crédibilité, d'autorité. Ça prouve ce que moi je peux enseigner. Et puis surtout, ça montre aux gens que bah, ils peuvent faire pareil. Enfin, pareil, j'entends pas les mêmes choses, mais ils peuvent s'autoriser à vivre des expériences fortes aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, je m'intéresse à cette notion de flow. Et alors, Hmm. il y a plein d'approches, hein, tu vois. Ben là, je suis en train de lire un bouquin, là, Design in Nature, donc qui a plus un aspect, on va dire, physique. Le mec, c'est un physicien. Après, il y a l'aspect, on va dire, plus psychologique, notamment avec Csikszentmihalyi, là, qui a écrit Flow. Et il donne les cinq conditions pour s'approcher de cet état de flow. Et il y en a un, c'est avoir une personnalité autotélique. Et moi, je ne connaissais pas ce terme. Donc, bon, auto de, OK, soit. Et télique de télos, et se dit d'une activité qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire que tu fais l'activité non pas pour résultat, mais juste pour
la satisfaction qu'elle te procure, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ben, c'est un peu ce que tu partages, parce qu'au final, tu dis là que sur l'Ironman, ben, tu vas pas pour faire podium, tu vas juste pour t'y filer parce que, en fait, t'adores t'y coller juste pour t'y coller, tu vois. Et je trouve que Mm. c'est vraiment dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, je trouve que c'est vraiment. Alors, il y en a, je pense, qui l'ont plus naturellement que d'autres, mais après, ça, je pense vraiment, ça s'entretient. Et si on veut une vie riche, à mon sens, ça passe aussi par ça. Et je me souviens, par exemple, quand j'étais petit, en fait, moi, je pense être comme ça parce que, tu vois, quand j'étais en voiture avec mes parents, tu vois, c'est le genre de truc tout con, mais t'es petit entre deux ponts où tu passes sous un tunnel, tu tiens ta respiration, tu vois. Et tu te chauffes tout seul à faire des apnées ou à n'importe quoi, n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et déjà parce que ça te donne tous les jours des occasions de te challenger un peu, tu vois, c'est cool. Et donc, tu te chauffes tout seul. Et surtout, tu l'as dit au tout début, tu as besoin de te comparer à personne d'autre qu'à toi-même. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat où ben, moi, je me suis comparé pendant des années et clairement, c'est une des pires choses que tu, que tu veux souhaiter à quelqu'un. Quand tu te compares juste à toi-même, tu vois, c'est là où en fait ça prend tout son sens. Parce que de la même façon tu vois, par exemple, tu fais surfer un petit, il prend ses premières vagues avec une mousse de 30 centimètres, il va être heureux comme tout. Tu vois, parce que pouah, ça va être incroyable. Et tu vois, c'est toujours le doux équilibre entre compétence et maîtrise. Tu vois, où si tu maîtrises trop, tu t'ennuies. Si tu gères pas assez, tu peux tomber dans l'anxiété, dans du stress. Tu vois, c'est toujours cet équilibre-là à trouver. Et donc, j'aime bien ce parallèle-là. Tu vois, tu peux faire surfer un gamin qui va, ça va être le plus beau jour de sa vie. Et à l'opposé, peux avoir des pros qui surfent les plus grosses vagues du monde et qui vont tomber dans une certaine routine et qui vont être dans l'obligation, quelque part, d'aller chercher toujours, toujours plus, tu vois. Et donc, quand tu es dans ça, où en fait, ben, juste, ce qu'il te faut, c'est juste de trouver, tu vois, juste en le sweet spot, au final, se comparer, ça n'a plus aucune importance. Sauf si c'est ça et que tu veux te chauffer avec un pote, etc. Tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu partages par rapport à ça. Ouais. Euh, le truc le plus dur de ta vie, ça a été quoi? En termes de défi sportif, c'était le commando. Le commando? Ouais. Oui, parce qu'en fait, contrairement à d'autres défis sportifs comme le triathlon avec l'Ironman, l'Ironman, tu as un cadre, tu sais à quoi t'attendre, et donc Hmm. du coup, tu peux te préparer à tout. Le commando, du coup, tu peux pas préparer grand-chose que le maître mot, c'est le chaos. T'as pas de notion d'heure, tu sais pas ce qu'on va te faire faire, ni pendant combien de temps, ni quel sera l'exercice après, et tu peux te raccrocher à aucune branche. Tu vois, tu es obligé de te gérer sur l'instant et de garder la main sur les seules choses dont tu as le contrôle sur l'instant T. Tu vois, et c'est très formateur, mais très clairement, c'est très dur. Et j'avais fait un très bon post sur mon débrief de ce truc-là, mais je disais dedans, j'avais beau énumérer tout ce que j'avais vécu, les gens ne pouvaient que imaginer la difficulté, mais il n'y a que en la vivant de l'intérieur que tu peux vraiment le comprendre. Tu vois, c'était vraiment très intense, hein. Ben, pour te dire, à la fin, quand j'ai terminé, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'en pouvais plus, quoi. C'était le craquage total, c'était le bout de le bout de cette histoire, quoi. Ouais. Et toi, avec justement on va dire, cette philosophie de vie, cette approche, euh, quel regard tu poses sur justement ce courant qu'il peut y avoir c'est pas ta faute si tu n'y arrives pas, ben, t'as bien essayé, mais c'est pas grave. Tu vois, peut-être des responsabilités, de ouais, faites pas trop l'effort. Alors écoute, moi je pense que on a toujours tendance à surfer entre deux extrêmes parce que l'avantage d'un extrême, c'est que tu vois une limite, tu vois. Et
Du coup, c'est plus facile de s'accrocher à un extrême qu'à une nuance où, voilà, des fois, tu es plutôt là, et ça, les nuances, les discours nuancés ne plaisent pas. Euh, Moi, personnellement, je suis plutôt nuancé, c'est-à-dire que c'est bien de dire à quelqu'un, mais tu as fait ce que tu pouvais et tout ça, mais ça dépend du contexte. Il y a un moment donné, effectivement, si tu es là pour le déresponsabiliser et qu'il se sorte pas les doigts, ça va pas marcher. Et c'est- en fait, l'équilibre, est-ce qu'il existe? J'ai envie de te dire, c'est un peu comme en parentalité, tu n'as pas de règles du jeu, tu fais au mieux. Et justement, quand je te parlais de chaos tout à l'heure, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu peux pas protéger tes enfants, tu peux pas protéger les autres de ce qu'ils vont vivre extérieurement, parce que tu n'as pas le contrôle dessus. Par contre, toi, tu as le contrôle sur ce que tu peux lui dire pour qu'il traverse ces périodes-là. Tu vois, au lieu d'empêcher les périodes, plutôt l'aider à anticiper pour Les traverser ces préparer. périodes. Les préparer, exactement. Et c'est en ça que je suis revenu sur un discours. À la base, j'étais pas pour l'idée de les emmener à l'école. Je me disais, bah tiens, pour avoir une meilleure éducation, pour que ça soit plus, enfin, ça sera plus clair et plus sympa s'ils le font à la maison. Mais en fait, non, parce que l'école, on peut dire tout ce qu'on veut, il y a plein de choses qui sont à redire, parce que déjà, de notre point de vue, c'est toujours facile, quand t'es pas toi dans le système, d'aller dire qu'il y a des choses qui vont pas, c'est toujours facile de pointer du doigt. Après, quand tu es à l'intérieur, tu aperçois que changer un système, c'est pas si simple que ça, il y a de l'inertie. Et il vaut mieux se dire, OK, le modèle n'est pas parfait, mais en même temps, accepter que le modèle, il est ce qu'il est, donc que tu vis dedans. Et là, t'as le choix. Soit tu n'acceptes pas le modèle, c'est dommage. Soit tu l'acceptes et tu fais avec les règles et tu les comprends et donc tu t'adaptes. Soit tu prends parti de lutter contre le système et d'en créer un autre. Mais là, du coup, c'est un autre choix de vie. Moi, je suis Hmm. plutôt partisan de me dire, je me sens pas les épaules de changer le monde. Donc du coup, je fais au mieux euh, pour être en cohérence moi avec mes valeurs, mais quand même faire mon petit chemin dans ce monde-là, et pour mes enfants, bah, de les préparer à, à trouver les bonnes variables pour eux-mêmes trouver leur place. Et donc, si ça doit passer par les rassurer, je les rassure. Et si ça passe par les secouer, bah, ça passera par les secouer, tu vois. Il y a un moment donné, c'est un peu le bon et le méchant flic. Il y a un moment donné, il faut être capable d'être les deux, tu vois. À partir Ouais, du moment où tu le fais de manière bienveillante et que tu fais au mieux et que c'est pour aider, voilà, il n'y a pas de. ouais, ouais. C'est cool. Il y a de la sagesse dans ce que tu partages, c'est chouette. De la sagesse ou du lâcher prise quand tu as des enfants, tu vois. Alors, allez, une petite anecdote que j'ai trouvé ça très rigolo. J'ai écrit ça sur LinkedIn où, en fait, je me posais la question avant d'être parent, est-ce qu'il faut faire croire au Père Noël aux enfants ou non? D'accord? Et, euh, et je disais qu'en fait, l'environnement dans lequel on vit ne te laisse pas vraiment le choix. C'est-à-dire que tu peux rabâcher à tes enfants que le Père Noël, il n'existe pas, que c'est papa et maman qui achètent, tu peux leur montrer par A plus B. C'est purement rationnel. Et un enfant, émotionnellement, s'il a décidé qu'il y avait le Père Noël, il trouvera tous les arguments pour Hmm. te dire que finalement il existe. Oui, mais c'est lui qui l'a fabriqué, qui vous l'a donné, machin, parce qu'il y a mon copain. Ils trouveront toujours une excuse. Donc en fait, on a toujours des idées préconçues sur ce qu'on veut faire, mais pris au dépourvu, eh ben, écoute, tu fais avec ce que tu as. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire, bah, au lieu de chercher à non, le Père Noël, ça n'existe pas, c'est un mauvais enseignement, il faut pas leur dire ça, tu leur fais croire des bêtises, tu es en train de leur mentir. Mais non, en fait, tu es en train de mentir rien du tout. Ils se mentent eux-mêmes parce que ça leur fait plaisir. Ils rêvent, en fait, tout simplement. Et donc, à toi de les accompagner en étant cohérent avec tes valeurs de j'ai pas envie de leur mentir, mais en même temps, je vais pas aller leur dire. Enfin, je vais pas aller à l'encontre de leurs émotions. Donc, c'est une anecdote, j'avais trouvé ça rigolo parce que celui qui m'a dit ça sur LinkedIn, que je connais bien, très sympa, il m'a dit, moi, mes enfants, je leur dirai jamais, c'est une supercherie, c'est un mensonge, machin. Bon courage. C'est pas, c'est, De mon point de vue, là, aujourd'hui, en France, ou dans les métiers civilisés, c'est presque impossible, je pense, de, de faire croire que le Père Noël n'existe pas. Tu vois, il y a un moment donné. Il existe. Et à un Quoi moment qu'on en donné, dise. il y a un doute et ouais, mais quand même, papa, maman, vous avez beau me dire tout ce que vous voulez. Laissez-moi rêver.
C'est ça. Puis en plus, quand ils commencent à y croire, ils ont même pas la faculté de l'exprimer correctement. Donc, tu auras beau utiliser des mots Ouais, rationnels pour leur faire croire. Déjà, ils comprennent pas tout ce que tu leur dis. Ils l'intègrent pas exactement comme toi, tu le perçois en tant qu'adulte. Donc, pour moi, c'est pas une perdue. Donc, autant lâcher prise. Tu vois, tu as le droit de ne pas lui faire croire que, mais s'il a envie d'y croire, bah, c'est pas ouais, grave. C'est pas... On a quand même passé de l'entrepreneuriat au Père Noël, quand même. ouais, c'est beau. En une minute, tu organises un challenge là prochainement? C'est quand? C'est quoi? C'est pour qui? Alors, j'organise le grand atelier du 11 au 14 avril. Et en fait, c'est un événement en ligne de type bootcamp qui dure 4 jours, hein. En fait, l'idée, c'est d'apprendre à développer et surtout pérenniser son entreprise quand on est solopreneur, freelance, infopreneur, d'éviter un peu les vagues et tout ça, et d'avoir un système solide et de se construire sa propre méthodologie. Et donc, ça se fait en 4 jours. Premier jour, on va parler des fondamentaux, l'offre, l'avatar, le positionnement. Deuxième jour, on va parler de toute la vente, la prospection. Troisième jour, on va parler du branding et de la communication sur les réseaux sociaux. Et quatrième jour, on va parler du mindset et de la posture de dirigeant, leadership, croyance autour de l'argent. Et donc, c'est réglé comme ça sur 4 jours avec l'intervention de 15 experts, euh, avec des ateliers de travail de groupe, avec une table ronde, voilà, tout un écosystème qui permet aux gens d'arriver le jour 1 avec une problématique et d'en ressortir le jour 4 avec des actions concrètes à mettre en place. Super. Ok. Tu me donneras le lien que je le mette en description? Ouais, pas de souci. Bah déjà, si les gens vont sur legrandatelier.fr, ils arrivent sur une page de capture où tu peux déjà profiter gratuitement de certaines vidéos, des vidéos, des capsules vidéo qu'on a faites avec certains intervenants qui sont complètement gratuites et qui permettent de savoir si oui ou non tu as envie de participer à l'événement. Parce qu'on a fait le choix que du coup, c'était un événement euh, qualitatif et du coup qui est payant pour assurer la motivation Ok. de tout le monde et l'engagement de tout le monde. Ouais, super. Ok. Ben, merci beaucoup, Fabien. C'était top. Mais avec plaisir, Alex, c'est cool. J'ai apprécié cet échange. Et je pense que hors caméra et en face à face, ça pourrait amener à de très longues conversations. Ah bah mais si tu me lances, j'en ai fait une interview l'autre jour, on a fait 2 heures et on n'a pas eu le temps de tout aborder. Enfin, à un moment donné, quand tu parles de des deux sujets qui animent deux personnes, ça peut durer longtemps, Ouais, mais j'ai un appel là. Donc, hein. je suis obligé de te laisser. Ok, bon, super. Merci beaucoup. À Merci à plus. toi. Ciao.